Cet après-midi, je vous raconte un jeune premier qui ne l'était déjà plus vraiment, auréolé du César du meilleur second rôle avant de tenir le haut de l'affiche. Un jeu, une voix et une moustache aussi. Ou la véritable histoire de Jean Rochefort, le premier lauréat des Césars. Quels ont été les meilleurs rôles de Jean Rochefort ? Quel homme se cachait derrière cette moustache et ce flegme ? Qui sont aujourd'hui ses héritiers au cinéma ? Nous sommes le 3 avril 1976 au Palais des Congrès de Paris. C'est dans cette salle de spectacle que se tient pour la première fois la cérémonie des Césars qui vient récompenser le cinéma français. Et pour l'occasion, le cinéma français a fait le déplacement. Michel Morgan, Romy Schneider, Philippe Noiret, Isabelle Adjani. Oui, ce soir-là, en allumant leur téléviseur à tube cathodique sur Antenne 2, les téléspectateurs peuvent apercevoir des stars dans leurs plus belles tenues de soirée, leurs plus belles robes et leurs plus beaux costumes et nœuds papillons. Mais à en croire les critiques de l'époque, il y a malgré tout comme une odeur de naphtaline, un côté vieilles idoles sur le retour. L'ambiance est lourde, on sent les flonflons de l'orchestre et l'apparente décontraction de Pierre Tchernia, le maître de cérémonie avec Jean-Claude Brialy, ne parvient pas à dérider un public un peu anesthésié. Pourtant, la soirée présidée par le vénérable Jean Gabin, qui a 72 ans, ne sait pas qu'il fait là sa dernière apparition publique, a bien commencé. Grâce à un comédien, un jeune premier qui n'en est déjà plus un, qui se voit remettre des mains de la comédienne Marie Dubois le tout premier prix de cette première cérémonie. J'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Jean Rochefort pour que la fête commence. Jean Rochefort reçoit le César du meilleur second rôle masculin pour son interprétation de l'abbé Dubois dans le film historique Que la fête commence donc de Bertrand Tavernier. L'acteur de 45 ans monte sur scène dans son éternelle attitude de gentleman svelte et séducteur, portant pour l'occasion un costume en velours de couleur violine, un peu à la mode 68 hard, ironisera Rochefort plus tard, qui ironise déjà ce soir-là. Ben, je suis très touché, je suis très ému. Je pense arriver très froidement en disant ça n'a aucune espèce d'importance. Je suis tellement heureux d'avoir battu Lanoux, Bouise et Devers que j'éprouve une satisfaction énorme. Non, mais très sincèrement, c'est une grande joie. Merci. Tout le personnage de Jean Rochefort est déjà là. Ce flegme à l'anglaise, ce côté décalé, surtout cette autodérision qui ne fait jamais rien prendre vraiment au sérieux, mis à part peut-être le César du meilleur acteur remis lors de la cérémonie à son ami Philippe Noiret pour Le Vieux Fusil. Le discours est court et Jean Rochefort rejoint les coulisses, sa statue de bronze dorée sous les bras. Là, il aperçoit le charismatique Jean Gabin en train de partir au bout du couloir. Il le rattrape pour le saluer et après lui avoir tapoté légèrement l'épaule, Gabin se retourne renfrogné. « Ah, c'est toi ? J'ai cru que t'étais un journaliste. J'allais te retourner une mandale. » Puis de son allure chaloupée, Gabin rattrape Michel Morgan en lui disant « Dis donc, j'ai failli retourner une mandale au petit con qui a eu le second rôle. » C'est presque une scène des tontons flingueurs, sauf que le petit con en question s'apprête à sortir de sa chrysalide pour devenir lui aussi un acteur de premier plan. Pour vous raconter son destin sur l'écran noir, il nous suffit d'interroger cette première statuette qu'a reçue Jean Rochefort lors de cette première cérémonie des Césars et qui, pour reprendre ses mots, n'était pas encore cette compression géniale, mais un petit mec qui dévidait une bobine de fil. Alors, rembobinons le film de sa vie. Nous voilà ce dimanche 1er février 1948. Jean Rochefort est à Paris. Le jeune Nantais de 17 ans est venu avec sa maman Fernande voir une pièce de théâtre à la Gaîté Montparnasse. Pour lui, Montparnasse est aussi fou que la banlieue de Chicago, expliquera-t-il plus tard. À 21h, il s'installe au 3e rang pour voir Lilium. Et la pièce de la compagnie Grenier-Husneau va bouleverser à jamais le jeune homme qu'il est alors. « Je suis sorti de là ébloui », dira Jean Rochefort, et j'ai trouvé qu'Yves Robert était mon héros absolu. Jean vient de basculer dans une autre dimension où le rêve flirte avec l'imagination. Il veut monter sur scène ou habiter derrière l'écran. Il le sait, en sortant du théâtre, il sera comédien. Déjà à Nantes, tous les dimanches, le jeune Rochefort hante les cinémas durant les tristes soirées d'automne et il se souvient avoir vu un film avec Gary Cooper
Quand je quittais la salle, j'étais Gary Cooper. Et dans la rue principale de Nantes, sous le crachin, je comprenais vite que je m'étais trompé. Et ce n'est pas son père Célestin, cadre dans l'industrie pétrolière, qui va le réconforter. Durant l'automne 1948, quelques mois après ce merveilleux week-end à Paris, Jean affronte celui qui veut faire de lui un comptable. Lors du dîner, la gorge serrée, il lui dit « Papa, je veux devenir acteur ». Mais son père, absorbé par la dégustation d'une entrecôte à haricots verts et pensant à la guerre froide naissante, lui répond « La guerre arrangera tout ça ». Voilà pour ces drôles d'encouragements. Mon père préférait un cataclysme mondial plutôt que de voir son fils sur une scène de théâtre, se souvient Jean Rochefort, alors âgé de 18 ans. Et si le courant ne passe pas avec son père, ce n'est pas mieux avec son frère aîné Pierre, qui intègre Polytechnique et qui voit dans les rêves de son frangin une lubie de raté, un métier destiné au cancre. En effet, pour Jean, qui a toujours l'esprit ailleurs, l'école est un véritable supplice. Alors, pour compenser ses mauvaises notes, il fait le clown devant ses petits camarades et il s'est très vite aperçu que grâce à quelques mimiques et à un don d'imitation, il avait le pouvoir parce que savoir faire rire et sourire, d'après lui, ça fait partie de l'inné et ça ne s'enseigne pas. Rochefort sait faire rire, mais il a une face plus sombre, une forme de mélancolie qui l'accompagnera durant toute sa vie. Bien évidemment, ce climat familial n'est, vous l'aurez compris, pas tout à fait pour lui donner confiance en lui. Mais c'est la foi chevillée au corps qu'il réussit l'exploit d'intégrer en octobre 1949 et après quelques mois de préparation, le prestigieux Conservatoire de Paris, le Saint des Saints. Mais son professeur Georges Leroy n'apprécie pas cet oiseau exotique un peu fantasque et le cantonne dans des seconds rôles souvent ingrats comme celui de M. Purgon dans Le Malade imaginaire. Lui qui ne se trouve pas beau rêve de jouer des rôles de séducteur avec une envie redoublée de plaire. Mais un jour, son professeur l'humilie devant ses camarades. « Observons-le un petit peu. Vous verrez que sa paupière inférieure se rabat sur sa supérieure comme les crocodiles. Je lui conseillerais donc une carrière de chansonnier. » Pour Jean Rochefort, c'est un moment de désespoir qui le pousse à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un break. Ça tombe bien, c'est ce qu'il fait contraint et forcé. Le voilà pendant 18 mois en train de suivre son service militaire où il finit sergent-chef de l'armée de l'air. De toute évidence, son plus mauvais rôle. Mais à la rentrée de 1952, lorsqu'il intègre le conservatoire pour poursuivre sa deuxième année, Jean Rochefort éprouve une joie immense en découvrant ses nouveaux camarades. Ils s'appellent Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Bruno Kremer, Pierre Vernier, Michel Beaune, Annie Girardot ou encore Françoise Fabian. En les voyant, il en est persuadé. Il va se marrer. Enfin, pas tout le monde, car au conservatoire, la bande à Bébel passe pour une bande de trublions totalement ingérables. Françoise Fabian se souvient même qu'un jour, Belmondo s'est accroché au rideau de scène en poussant le cri de Tarzan. Il faut dire que cette bande d'amis remue la poussière par son insolence, sa folie, son audace et une marginalité assumée. Rochefort, qui se qualifie lui-même d'acteur clown, confesse avoir surjoué sous ses perruques, ses moustaches et ses barbes. C'était délirant de nous voir jouer, se souvient-il. Nous faisions tant de grimaces que nous étions au bord de la névralgie faciale. Nous jouions les valets de comédie d'une manière surréaliste. C'était presque de la science-fiction. Est-ce la raison pour laquelle, en juin 1953, ses professeurs lui assènent une mention passable et l'empêchent de passer le célèbre concours de sortie du conservatoire censé sanctionner ses 2 années d'études? Quoi qu'il en soit, pour ce jeune acteur iconoclaste et singulier de 23 ans, c'est une véritable déflagration et le début d'une longue dépression. Jean Rochefort n'est plus que l'ombre de lui-même. On le voit traîner sa misère dans les cafés enfumés de Saint-Germain-des-Prés, où il lui arrive de boire des ballons de Côte-du-Rhône jusqu'à l'aube avec l'écrivain, jeune lui aussi, Antoine Blondin ou les frères Prévert. Il s'abîme dans le sommeil et le Beaujolais en se répétant que son père avait raison. Oui, c'est effectivement un bon à rien. Mais heureusement, Jean Rochefort a la chance de croiser un phare dans sa vie qui lui a permis d'éviter le naufrage. Ce phare qui scintille au loin s'appelle Jean-Pierre Mariel. Et lorsqu'en octobre 1953, il débarque vers 14h chez Rochefort, qui habite au fond de la cité Chaptal à Paris, il trouve son ami en pyjama affalé sur le divan comme une guimauve en décomposition. Rochefort dit à Mariel, avec le ton du désespoir, « Tu vois là, j'ai une audition dans un théâtre cet après-midi, mais je n'irai pas. »
Pendant 2 heures, Marielle tente de le persuader du contraire. C'est la chance de sa vie, la compagnie Grenier-Husneau, vous savez, c'est la troupe de théâtre que Rochefort est allé voir lorsqu'il avait 17 ans au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Eh bien, il recherche des acteurs. Marielle finit par le convaincre. Le bus est direct et je te donnerai la réplique. Rochefort se lève, se rase et s'habille, et grâce à l'empathie de Marielle qui le soutient, réussit l'audition. Il passera 7 ans dans cette troupe qu'il admire. Dans son autobiographie décalée, intitulée « Ce genre de choses », Rochefort rend hommage à son grand ami Marielle 60 ans après. « C'est grâce à toi que la vie dont je rêvais a commencé. Merci. » Sa vie est désormais rythmée par le théâtre, mais à la fin de l'automne 1955, Rochefort décroche son premier rôle au cinéma dans Rencontre à Paris de Georges Lampin. Il joue le rôle d'un jeune médecin qui débarque dans un appartement en disant « Où est le blessé ?» Puis le chef opérateur lui demande de plonger ses mains dans sa serviette pour sortir un stéthoscope. Après 2 heures à tenter d'éclairer ses mains, le réalisateur, un peu trop perfectionniste ou fétichiste, lui lance agacé « Avec les mains que tu as, tu ne te feras jamais un nom. » Rochefort est anéanti, en proie au doute, toujours prêt à croire ce qu'on lui dit. Et surtout, il a une frousse presque incontrôlable de la caméra, cet énorme animal de métal, comme il dit, une bestiole qui foutait la trouille à pas mal de comédiens de sa génération. Lorsque le film sort, en mai 1956, il se voit à l'écran et en ressort encore plus dépité. Rochefort se trouve maigre avec une tête bizarre. Voilà, c'est pas encore gagné pour faire carrière. Pourtant, en plus du théâtre tous les soirs, il joue aussi en direct à la télévision avec ses 2 amis Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret. Rochefort, qui commence à bien gagner sa vie, arpente désormais la capitale au volant de son petit cabriolet MG noir TF 1500 décapotable, capote beige et intérieur en cuir vert. Puis il enchaîne les petits rôles au cinéma qui payent encore mieux que la télévision. Il n'a que quelques répliques comme barman dans Une balle dans le canon qui sort en 1958, mais il y met tout son cœur et son engagement paye. Il a su faire de son rôle un tremplin, atteste le réalisateur Charles Gérard, et les propositions de second rôle pleuvent pour Jean Rochefort, sa nouvelle passion. Et en 1963, après le tournage de La porteuse de pain, dans lequel il a joué avec son ami Philippe Noiret, Rochefort lui propose de l'accompagner en Camargue pour faire des progrès en équitation. Leur cavalcade de 8 heures par jour ruine leur dos et leur postérieur. Pourtant, de retour à Paris, leur passion est totale. Les 2 trentenaires dévorent des traités d'équitation et apprennent que la main doit être ferme et moelleuse. Après avoir écumé plusieurs clubs de la région parisienne, Rochefort et Noiret suivent des cours à Maison Lafitte devant des moniteurs désespérés par leur incompétence ou, selon l'humeur, énervés jusqu'à les traiter de bande de connards. Mais plus rien n'arrête ces 2 chevaliers du dimanche, ni les insultes, ni les blessures, ni les heures d'apprentissage. Rochefort trouve dans les chevaux un moyen de s'équilibrer. Dès que j'ai appris à monter, expliquera-t-il, j'ai fait d'énormes progrès sur scène et à l'écran. J'ai acquis une sobriété car il ne faut effrayer ni le cheval ni le public. Et en effet, il galope désormais à grande foulée vers le succès. En 1970, Jean Rochefort a 40 ans et prépare son rôle d'Alceste dans Le Misanthrope de Molière. C'est le premier choix de Pierre Dux qui monte cette pièce pour la télévision. Pour répéter, à l'Étang-la-Ville, où il a élu domicile avec celle qu'il a épousée 10 ans plus tôt, Alexandra Mossava, le comédien s'appuie sur ses 2 enfants, Marie et Julien, et leurs petits camarades du voisinage, pour lui donner la réplique. Rochefort pense qu'on l'a choisi parce qu'avec son nez fin, son air sage et sa voix grave, il fait très acteur du XVIIIe siècle. Et c'est le cas. Sa famille le voit souvent partir seul sur le dos de sa jument fine dans la forêt de Rambouillet, avec sa petite édition Larousse du Misanthrope, en déclamant les 1000 vers d'Alceste. Et au cours du tournage, en 1971, Jean Rochefort connaît parfaitement son rôle, mais sa fausse moustache se décolle sans cesse. Alors, à 41 ans, il prend la décision, historique, de laisser pousser la sienne. Il vient de poser là les dernières touches de son personnage, car il va désormais garder cette célèbre moustache jusqu'à la fin de sa vie. Elle le rend, selon lui, moins faux d'herche, car il ne s'aime pas, Jean Rochefort. Il trouve qu'il a les lèvres trop fines et qu'il faut combler cet espace trop grand entre les lèvres et son nez. Ce complexe n'empêche pourtant pas de faire carrière. En 1973, il retrouve son ami Philippe Noiret sur le tournage de L'Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier.
Le film est une révélation pour Rochefort, car le jeune réalisateur désacralise la cérémonie du tournage. Non seulement les acteurs se sentent bien, mais Rochefort en arrive même à oublier la caméra. Le trac est parti, l'angoisse a disparu. Il apprend à tutoyer l'engin, comme il l'appelle la caméra, et c'est là, selon ses propres aveux, que son amour du cinéma a commencé. Car désormais Rochefort est de plus en plus sollicité, et durant cette même année 1973, il incarne un acteur de doublage qui imite des voix d'animaux dans Salut l'artiste d'Yves Robert. Le réalisateur disait que le métier de comédien, c'est une façon de mentir de façon sublime, et Rochefort ment de mieux en mieux, et naturellement d'une sublime façon. Le Canard enchaîné du 12 décembre 1973 dit de lui « Quelle présence, quel talent !» Yves Robert va d'ailleurs lui offrir l'un des plus beaux rôles de sa carrière, en homme obsédé par l'image d'une jeune femme en robe rouge, campée par Annie Dupéret, aux côtés de Victor Lanoux, Claude Brasseur et Guy Bedos, dans Un éléphant, ça trompe énormément, sorti en 1976. Il incarne le flegmatique Étienne Dorset, qui ressemble tellement au véritable Jean Rochefort. 6 semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes. Lorsqu'Yves Robert est venu lui apporter le scénario chez lui, au milieu de ses chevaux, Rochefort est en train d'enlever du fumier. Il s'arrête pour le lire et rappelle au réalisateur dans la soirée exalté. « Je dis oui pour le rôle, c'est un chef-d'œuvre d'humanisme. » Et dans la scène finale du film, Rochefort saute avec sa jument Téphine au-dessus d'une table de campeurs en train de prendre le thé avec comme figurant sa propre famille, femme et enfants. Il avait des rapports avec cette jument tout à fait extraordinaire, se souvient Yves Robert, comme avec une femme. Désormais, Rochefort maîtrise sa monture, tout comme sa vie. C'est désormais un cavalier et un acteur accompli. Mais c'est un autre rôle qui va le conduire au César du meilleur acteur cette fois, et plus uniquement pour un second rôle, comme celui qu'il a reçu pour Que la fête commence, comme je vous le racontais au début de mon récit. Dans le film de Pierre Schoendorfer, Le Crabe-Tambour, sorti l'année après la cérémonie, en 1977, Rochefort incarne un commandant de navire atteint d'un cancer des poumons et donne la réplique à son ami Claude Rich, le médecin à bord. C'est un rôle à contre-emploi de sa réputation de comique et d'amuseur. Mais alors qu'il a signé pour le film, Rochefort est en proie au doute. Un doute acide qui le rongera toute sa vie. Lui qui, lorsqu'il débutait un film, disait souvent « je ne me sens pas capable, je connais pas assez bien mon texte ». Cette torture qu'il s'inflige est aussi son moteur, celui qu'il utilise pour jouer ce rôle dramatique qui lui vaut d'ailleurs le César du meilleur acteur en 1978. Car derrière le comique, il y a un Rochefort profond et cultivé qui se rappelle les femmes tondues à la Libération alors qu'il avait 15 ans et qui lui ont fait pendant longtemps perdre toute illusion sur la nature humaine. J'ai vu des choses qui m'ont choqué pour la vie. J'ai vu des voisins lapider des femmes et uriner sur leurs cadavres, confiera-t-il. Alors, il se réfugie dans les films et montre qu'il est capable de toutes les nuances dans sa palette d'acteurs. Il peut passer du rire aux larmes, du comique troupier jusqu'au drame shakespearien. Car oui, Jean Rochefort habite sur un nuage pour ne pas subir le poids trop lourd des réalités humaines. Et ce n'est pas le César d'honneur qu'on lui décerne le 6 mars 1999, alors qu'il culmine à 68 ans d'altitude, qui va le faire redescendre. Il explique que ce César récompense le gars qui s'est levé des années à 5 heures du matin, mais souligne malicieusement qu'il s'agit souvent d'une cérémonie préfunéraire. Effectivement, Jean Rochefort vient de boucler la boucle. Celui qui a reçu le tout premier César de l'histoire des Césars en 1976, celui de meilleur acteur en 1978, vient de recevoir le dernier César d'honneur du XXe siècle. Vous pensez qu'il en a fini avec les Césars ? Eh bien, pas tout à fait. Lorsqu'il préside la cérémonie des Césars le 22 février 2008, Jean Rochefort a bientôt 78 ans. Il a fait le deuil du rôle de sa vie, le Don Quichotte de Terry Gilliam, un rôle taillé sur mesure pour lui. C'était en 2000, 8 ans auparavant. Seulement le tournage n'aura pas lieu, car après avoir entamé les prises de vue sur sa monture, il est foudroyé par une douleur de dos insupportable, sûrement en partie due à son armure trop lourde. Tout s'est terminé dans une partie de sled, dira-t-il avec humour, alors qu'il sombre dans la dépression. Je suis rentré dans ma chambre et j'y suis resté couché 7 mois.
Plus jamais il ne remontera sur un cheval. C'est le début d'un long chemin de croix dont il sort peu à peu, grâce à ses proches. Il fait le deuil de Don Quichotte et demande à son épouse Françoise, la troisième et dernière qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie, de le prendre en photo avec une fourchette, une râpe de gruyère et une espèce de timbale en métal pour garder une image tellement dérisoire de lui en Don Quichotte. Si le poids des années se fait sentir, la légèreté des mots est pour lui comme une montgolfière délestée des ans et qui s'éprend des nuages. Alors, en préparant la cérémonie des Césars de 2008, le président Rochefort joue avec les conventions et celui que Gabin appelait le petit con en 1976, celui qui a été le mari de la coiffeuse en 90, le marquis de Bellegarde dans Ridicule en 1996, sans ne jamais l'être au cours des plus de 150 films de sa carrière, a désormais lui aussi le statut d'icône. On le voit rigoler aux Fouquet's avec le maître de cérémonie Antoine Decaune, à qui il dit « Entrer en smoking sans mon pantalon sera, me semble-t-il, une action intéressante pour l'humanité. » Jean Rochefort veut répondre par la provocation à ces litanies officielles lorsqu'on parle de lui pompeusement, comme de la moustache la plus élégante du cinéma français. Si tout le monde voit en lui un excentrique en basket, toujours décalé et rigolo, c'est aussi un acteur plus fragile qu'il y paraît. Tout ce que je prépare m'accable quand je me relis, dira-t-il. Europe 1, historiquement vôtre. Franck Vallière, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Mais je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. J'aurais voulu être un grand acteur. Ce sont les mots de Jean Rochefort. Un grand acteur, il l'a été, sans aucun doute. Évidemment. L'anecdote que vous racontiez tout à l'heure, quand je quittais la salle, j'étais Gary Cooper. Et dans la rue principale de Nantes, sous le Crachin, je comprenais vite que je m'étais trompé. En fait, il y avait quelque chose chez Jean Rochefort qui relevait de l'ordre de la déception d'être soi-même, un peu infantile, tout en s'en accommodant parfaitement. Les grands acteurs sont évidemment de grands anxieux pour la plupart, même s'ils ont été formés au conservatoire comme Rochefort. Franck Vallière, vous avez rencontré Jean Rochefort à plusieurs reprises dans le cadre de la promotion de ses films. Quel souvenir vous a-t-il laissé ? Comment était-il avec les journalistes ? Je ne peux parler que de mon expérience personnelle et à l'évidence, il y avait une proximité immédiate, une sensation d'avoir pleinement l'attention de ce grand acteur. Il était disposé à répondre avec le plus grand sérieux à vos questions, tout en étant capable de vriller complètement à la moindre opportunité, dans un sourire, dans une grimace, dans quelque chose qu'il saisissait au bon. La dernière fois qu'on s'est croisés, il m'a dit « Ouh là là, vous êtes là, asseyez-vous vite parce que vous êtes toujours aussi épouvantablement grand et s'il vous plaît, faisons comme la dernière fois, faites-moi dire des choses intelligentes auxquelles je n'avais pas encore pensé, mon image en dépend. » Fantastique. À la fois la malice, la drôlesse, la moquerie, tout ça mêlé dans un seul homme. Jean Rochefort a joué dans plus de 100 films. Quelles ont été pour vous ses meilleures performances ? Alors il y a évidemment les récompenses au César, mais moi ce que je préfère c'est quand la tendresse rencontre la mélancolie. J'ai un côté un peu plus proche de tous les succès populaires. J'ai une grande affection par exemple pour Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte avec qui il a tourné tant de films, Tandem, Ridicule, Les Grands-Ducs, avec Marielle, L'homme du train, avec Johnny. J'en profite pour saluer Patrice Lecomte qui nous écoute sans doute car c'est un fidèle auditeur d'Europe 1. Après ça, on peut citer évidemment les comédies d'Yves Robert, Un éléphant ça te trompe énormément, Nous irons tous au paradis, l'imparable Étienne Dorsey, mais aussi par exemple Le Grand Blond avec une chaussure noire dans lequel il jouait le colonel Toulouse. Et puis si on sonde un petit peu plus des films un peu moins connus mais qui appartiennent pour un jeune réalisateur, enfin qui à l'époque était jeune réalisateur, maintenant c'est un réalisateur convaincu et convaincant, Cible émouvante de Pierre Salvadori dans lequel il joue un tueur à gages, et ça c'est rare dans sa carrière, qui doit former son jeune successeur en la personne de Guillaume Depardieu, à qui il doit apprendre 17 méthodes différentes de strangulation avec le plus grand sérieux. Il arrivait à dire des choses absolument affreuses tout en laissant passer le second degré. Et puis alors, il y a quelque chose sur lequel il faut absolument se pencher parce que c'est l'exemple typique du film dans lequel il a joué et qui ne pourra plus jamais réexister. On ne pourra plus jamais reproduire un film comme celui-ci. C'est un film de Bertrand Blier qui s'appelle Calmos, dans lequel il joue avec Jean-Pierre Mariel, bien que Blier voulait initialement Jean-Yann et Belmondo. Tiens, c'est étonnant, Belmondo a refusé, et voici ses deux copains encore derrière, Mariel et Rochefort, qui se sont occupés de ce film, dont on a toujours un peu trop facilement accusé d'une hyper-misogynie, alors que c'est évidemment tout le contraire. Rochefort a joué tant de rôles, tant de figures, on l'a vu dans des comédies, des drames, des films historiques, des policiers. Pour vous, dans quel type de rôle il était le meilleur selon la critique ?
Disons que là, par exemple, je parlais de Calmos de Bertrand Blier, qui s'était fait véritablement étrier, bien que le film ait fait 750 000 entrées sur un an d'exploitation, qui peu de gens peuvent en dire autant aujourd'hui. Alors certes, c'était une autre époque, mais on trouve assez facilement des archives très intéressantes qui témoignent d'une certaine époque. C'est-à-dire que Rochefort venait sur les plateaux de télévision ou de radio s'expliquer avec la critique, qui n'était pas tendre, et lui n'était pas non plus en retour. Mais c'était une époque où on pouvait s'expliquer dans une parfaite compréhension de l'autre, tout en expliquant son point de vue. Il n'y avait pas de culture du clash, on ne s'expliquait pas par raison interposée, et on venait défendre les intérêts, les siens, écouter l'adversité. Donc il y avait toujours quelque chose de... en tout cas dans les années 70, avec Rochefort venait souvent sur les plateaux pour expliquer ses choix et aussi avouer un certain désarroi face à des critiques comme par exemple sur ce Calmos qui avait été vraiment une bronca intégrale de la part de la profession, par exemple. Mais lui, quel type de rôle il préférait ? C'est bien difficile à dire, ça. Oui. Je pense que Rochefort est parvenu à une chose extrêmement rare pour un acteur. Il est parvenu à être reconnu par ses pairs au gré des 2 Césars dont vous avez parlé tout à l'heure, Stéphane, dans des registres hyper sérieux, le crabe-tambour, Que la fête commence. Et à côté de ça, il a aussi gagné des galons en tant qu'acteur populaire, c'est-à-dire qu'il était connu de Maubeuge à Grenoble, en passant par Toulouse et toutes les autres villes, pour des comédies extrêmement populaires. C'est très difficile pour un acteur. Aujourd'hui, on range les gens assez facilement dans des cases. Si on touche une fois un balai, on sera balayeur toute notre vie. Et Rochefort a eu ce talent, comme d'autres, mais quand même ils sont, je trouve, assez peu nombreux, d'être célébrés par leur père d'un côté, et aussi d'être adulé par le public. Et c'est sans doute ce qui a fait sa grande force, je pense. Alors, on rappelle volontiers son flegme, sa longue silhouette, sa moustache, son ironie, mais au-delà, qu'est-ce qui caractérisait vraiment Jean Rochefort ? Je dirais qu'il y avait quelque chose de l'enfant qui refusait de céder la place à l'adulte. Une politesse d'être gai, un œil curieux de tout, un regard un petit peu divergé, un point de vue intrigué et intrigant. Vous parliez de flegme, par exemple Étienne Dorset, qui est quand même son personnage dans Un éléphant ça tombe énormément et Nous irons tous au paradis, et c'est l'exact archétype. Avec en sous-couche quand même une forme de mélancolie rieuse et enfantine qui est toujours prête à surgir. Voilà. Franck Vallière, en 1976, lors de la toute première cérémonie des Césars, Jean Rochefort est couronné meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Que la fête commence. 2 ans plus tard, il sera récompensé du César du meilleur acteur pour Le crabe-tambour. Ce sont les comédies qui ont contribué à sa popularité, mais c'est toujours pour des drames qu'il a été récompensé. Alors il y a un petit snobisme peut-être de la part de la profession. Les professionnels de la profession apprécient peu la gaudriole au final. Alors sans chercher à comparer Danny Boone avec Jean Rochefort, mais il faut se souvenir que Danny Boone a reçu un seul César dans toute sa carrière jusqu'à présent, celui du César du public en 2018, d'ailleurs un prix qui a été abandonné 3 ans plus tard. Donc il y a quelque chose qui relève d'un art noble qui doit être défendu par ceux qui le font. Alors Jean Rochefort et comme je le disais tout à l'heure, Jean Rochefort est parvenu à exister dans ces 2 mondes, parfois bien distincts, le succès populaire par la comédie et le succès critique par le drame. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Jean Rochefort appartenait à la bande du Conservatoire, un groupe de comédiens formés dans les années 50 au Conservatoire de Paris. Il y avait là Jean-Pierre Mariel, Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Françoise Fabian. Quelle place ont-ils dans l'histoire du cinéma français ? Et qu'est-ce qui caractérise le cinéma de leur époque ? Disons que c'est une génération de comédiens qui étaient soit enfants, soit ados pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont connu les affres, et aussi les affres de la libération, les exactions et la joie. Ils ont gardé de tout cela, je pense, une forme de légèreté, parce que au final, ce sont les 30 glorieuses, les tant regrettées 30 glorieuses qui les ont menés à une immense célébrité, pour la plupart de ceux que vous avez cités, sans compter Bedos et bien d'autres. Ce sont des gens qui se sont construits dans une camaraderie, sans jalousie ni compétition, même si évidemment Belmondo était le soleil de cette galaxie. Pour lui, comme pour Rochefort ou Mariel, il était poli d'être gai, et ça se ressent dans beaucoup de leurs films, je trouve. On a vu Jean Rochefort sur les planches, sur les écrans de cinéma, la télévision, et durant les Jeux Olympiques d'été en 2004 et 2008, on a aussi découvert Jean Rochefort commentateur des épreuves équestres sur les antennes de France Télévisions. On écoute. Écoutons, regardons. Voilà et ça part. C'est un triomphe, mes amis. Ça me rappelle quand j'ai débuté aux Folies Bergères. Comme c'est dur d'être commentateur, je ne le ferai plus. Oh, quel bonheur!
Oh, mes enfants, quel bonheur. Ça, Franck Vallière, c'était du pur Rochefort. Vous êtes bien placé, Stéphane, pour savoir que commentateur, c'est un métier. Il n'y a pas de génération spontanée. Il faut savoir rendre vivant et intéressant quelque chose dont on ne sait pas quelque chose on ne sait pas ce qui va se passer. Placer un acteur comme Rochefort dans ce genre de commentaires, c'est à la fois s'assurer qu'on n'aura pas quelqu'un qui terminera en gros toutes ses phrases comme ça, comme un commentateur sportif, on va dire. Et là, on a touché à quelque chose qui était absolument génial. Mais moi, par exemple, je n'avais aucune passion pour l'équitation ou le jumping, ou tout ce qui concerne le cheval. Mais à l'écouter, c'était un truc absolument incroyable, tout en un propos éthique, d'une sincérité désarmante. Il avoue lui-même que c'est tellement difficile ce métier, je ne le ferai plus, avec une faconde pas du tout élitiste, toujours proche du peuple, en maintenant un intérêt constant sur ce qu'il se passe, et un truc très animal, très sensible. Rochefort savait nous faire rire. Je vous en propose une nouvelle preuve sonore. Je peux faire le gibon, le gibon. Entendre ça la nuit, c'était sublimement somniférique. Oui, Jean Rochefort avait un talent tout particulier pour imiter les singes. Ici, le cri du gibon. Ces singeries manquent au cinéma pour vous, Franck Vallière, ou même à la télévision et au public? Évidemment, l'autodérision. Alors, il y a un truc qui est hallucinant, c'est qu'il ne fait pas le singe. Il est le singe. Et d'ailleurs, il le fait on peut trouver des archives sur le net totalement délirantes depuis les années 60 où, lors d'interviews, il part en digression, mais pas 20 secondes en faisant le singe. Pendant 2 minutes 30, en donnant toutes les nuances, le singe apeuré, le singe en colère. Il avait un truc avec ça qui était absolument incroyable. Bon, alors maintenant, les temps ont changé, évidemment. Aujourd'hui, il est plus question de travailler son style et de compter ses followers. Disons que le style, ça se travaille, l'élégance, c'est naturel. Et Jean Rochefort en avait assurément beaucoup. Il n'avait pas besoin de faire du bruit pour qu'on sache qu'il était là. Et quand il faisait le singe, il le faisait avec le plus grand sérieux, tout en restant chic. Mais Franck Vallière, qui sont les héritiers de Jean Rochefort dans le cinéma français aujourd'hui? Édouard Baird, évidemment. C'est son digne héritier professionnel, du moins, avec lequel il partageait un goût immodéré pour la facétie et le dérapage plus ou moins contrôlé. Rochefort avait une tendresse paternelle pour Édouard, et il le disait lui-même. Je crois d'ailleurs l'avoir entendu sur l'antenne d'Europe 1. Édouard n'a jamais effacé le numéro de Jean Rochefort dans son répertoire téléphonique, prétextant qu'il pourrait un jour l'appeler et que, sur un malentendu, il décrocherait. Ce soir aura lieu la 49e cérémonie des Césars. Franck, quels sont vos pronostics pour le César du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur acteur, récompense donc déjà reçue par Jean Rochefort dans les années 70? Alors moi j'ai une affection particulière pour Anthony Bajon dans Chien de la Casse, qui est un jeune acteur de 29 ans, le plus prometteur de sa génération à mon sens, qui tient un rôle tout en retenue, qui dit beaucoup de choses sur l'époque que nous traversons, pas encore très connu du grand public, mais un gars très fin, intelligent, dans un corps de rusto, dont on va assurément connaître assez facilement le nom et le visage par le grand public, du moins dans les prochaines années, voilà. Très bien. Merci beaucoup Franck Vallière de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jean Rochefort, le premier lauréat des Césars. Des Césars qui célèbrent donc leur 49e édition ce soir en direct et en clair sur Canal+. À cette occasion, rendez-vous dès 19h sur Europe 1 pour une soirée spéciale présentée par Olivier Benkemoun pour vivre les coulisses, le tapis rouge, avant de suivre la 49e cérémonie sur la scène de l'Olympia en simultané sur Canal+ et sur Europe 1. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.